Мы не хотели воевать, мы никого не трогали, не бегали ни по каким Майданам. И что получили? За что? Мы террористы? Террористы, да пусть мне про какой город говорят, но про Горловку. Здесь все ребята поднялись. Песен еще не написаны, сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. И я уверена, что у меня теперь вновь 20 лет. Он пойдет мститься отца. Вот так. За то, что все так случилось. Мальчик учиться хотел, а теперь вчера звонит и говорит: бабушка, я пойду возьму автомат, буду защищать. Кто может последовать на кому? Сильные да смелые, кого-то сложили в поле. В бою. Мало того, что все при памяти, ты помогай, строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Воля ваших сыновей уничтожать нас, народ. Мы, донбассовцы, шахтеры, заводчане, страдаем. Посмотрите на эти разрухи. За что убили моего ребенка? За что? Он никому слова плохого не сказал. Он никогда никого не обидел. За что? Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale de Brochu en direct en ce mercredi 30 novembre. Comme vous le voyez avec moi, j'ai le retour d'Erwan Castel. Monsieur Castel, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, excusez-moi de l'absence, mais j'étais donc déployé sur une nouvelle position au nord de Donetsk et je pouvais difficilement assurer nos rendez-vous hebdomadaires.
Donc, c'est un grand honneur et on a expliqué aux auditeurs le pourquoi que vous étiez pas là ces dernières semaines. Vous avez été appelé au front et beaucoup de choses se sont passées depuis votre absence et on va profiter de cette émission là pour faire le point sur beaucoup d'actualités concernant ce qui se passe en Ukraine actuellement et dans le monde. Tout à fait. Donc là, actuellement, nous sommes sur une période hivernale, mais qui n'est malheureusement pas le gel de la guerre, hein, puisque, appelons un chat, je ne suis pas tout à fait en symbiose avec le vocabulaire employé par la propagande russe, puisque les Russes continuent à appeler le conflit des opérations spéciales militaires. Donc moi, je pense qu'il faut appeler un chat et un chien et une guerre une guerre. Là, nous sommes vraiment plongés dans une guerre moderne de haute intensité et symétrique et qui aujourd'hui est en train de prendre une dimension de longue durée. Donc cette guerre, en fait, en ce moment, elle est dans une phase critique. Alors, je dirais, pour les Russes et les Ukrainiens en même temps. Pourquoi ? Parce que l'intensité des combats fait que si l'Ukraine n'accepte pas finalement de s'engager vers une résolution diplomatique du conflit, si le régime de Kiev continue à suivre comme un bon toutou enragé son maître états-unien, eh bien, nous risquons de voir l'Europe se entraîner dans ce conflit. Parce que, évidemment, les États-Unis, eux, sont tranquilles de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais on commence à voir des impacts économiques, des impacts sociaux, des impacts énergétiques graves frapper les peuples européens. Et surtout, on commence à voir une espèce d'hystérie collective belliciste qui pousse en fait de plus en plus de mercenaires à venir se battre pour le régime bandériste de Kiev. On commence à voir du matériel de l'OTAN qui est envoyé en Ukraine, mais vu son aspect sophistiqué au niveau de sa mise en œuvre et de son efficacité opérationnelle, ce matériel ne peut être servi que par des éléments provenant justement de ces pays de l'OTAN. Donc il y a obligatoirement un premier engagement physique de soldats de l'OTAN, sous couvert de sociétés militaires privées, sous couvert d'uniformes ukrainiens, etc., etc. Et l'étape suivante, si la folie occidentale continue, l'étape suivante, c'est qu'on risque de voir arriver en Ukraine, en fait, des bataillons militaires constitués. Alors, ce sera certainement sous responsabilité nationale et non pas responsabilité collective de l'Alliance. Mais on peut très bien imaginer, par exemple, un déploiement de bataillons polonais, de bataillons roumains, de bataillons ou d'une brigade internationale qui serait constituée, comme le projet avait été déjà lancé depuis 2018, une brigade internationale qui serait polono-balto-géorgienne, avec bien sûr une composante ukrainienne importante au sein de ses effectifs. Donc là, c'est quand même, on n'a pas sauté dans le gouffre, mais disons qu'on a les talons qui sont au-dessus du vide. Voilà, on recule et on a les talons au-dessus du vide. Donc le plus dramatique dans l'histoire, selon moi, hein, ce que je trouve le plus dommage, parce qu'il faut toujours avoir en ligne de mire lointaine, qu'on espère rapprocher de plus en plus, c'est la paix. Or, par rapport à cette dimension et cet objectif final qui est le retour de la paix, bien sûr dans la région, mais également en Europe, eh bien, on ne voit aucune voix sérieuse s'élever. Et des institutions comme par exemple le Vatican, qui normalement devrait, par rapport à sa théologie consubstantielle, devrait œuvrer pour la paix. En fait, on s'aperçoit que le Vatican, par la voix de son pape, est en train de jeter de l'huile sur le feu, puisque récemment, le pape a déclaré que l'Ukraine était un pays martyrisé, que
je cite ses paroles, hein, que s'il y avait des martyrs, c'est qu'il y avait des tortionnaires, et que les tortionnaires étaient sans conteste les soldats russes d'origine bouriate et tchétchène. Donc, il profite en fait de cette vague tragique qui frappe l'Europe depuis 8 ans et qui s'est exacerbée depuis le février cette année. On s'aperçoit que le Vatican, fidèle à sa tradition finalement je dirais d'idéologie dominante, eh bien, le Vatican retrouve ses vieux réflexes médiévaux et profite donc de cette vague tragique qui frappe l'Europe pour de nouveau relancer son prosélytisme, diviser les communautés entre elles et, dans le contexte géopolitique actuel, essaye de relancer et d'activer encore plus loin une russophobie dans le champ finalement religieux. On a cette dimension religieuse également qui est présente, alors qu'elle n'est pas du tout à l'origine. Hein. Vous savez, il n'y a pas de guerre de religion en Ukraine. C'est un fantasme. Par contre, on a des fondamentalistes religieux qui viennent à la guerre pour essayer de la sacraliser ou de lui donner justement cette dimension religieuse qu'elle n'a pas au départ. Donc, par exemple, les Ukrainiens sont en train de réaliser aujourd'hui des perquisitions au niveau de toutes les églises orthodoxes chrétiennes qui dépendent du patriarcat de Moscou. Donc, l'église orthodoxe est multiple. Et en Ukraine, il y a la majorité des croyants chrétiens sont des croyants chrétiens de l'église orthodoxe de Moscou, du patriarcat de Moscou. Il y a eu déjà une église autocéphale ukrainienne qui s'est formée, donc une espèce c'est pas encore un schisme, c'est presque un schisme, c'est une scission quelque part de la famille orthodoxe, et donc on a une église qu'on appelle autocéphale ukrainienne qui s'est formée avec des tendances nationalistes politiques largement exprimées. Et aujourd'hui, en fait, le nationalisme ukrainien, s'appuyant sur cette église autocéphale, qui n'est pas reconnue d'ailleurs par les orthodoxes, s'appuyant sur cette église autocéphale, le nationalisme ukrainien essaye de mettre un filtre religieux sur le conflit qui l'oppose avec la Russie actuellement. Donc on voit une espèce de croisade anti-patriarcat de Moscou qui est lancée avec des perquisitions, avec des ostracisations de la langue russe. Alors on est quand même sur quelque chose qui relève pour moi de la psychiatrie, hein, parce que là je n'ai pas les compétences médicales pour juger pleinement ce genre de comportement. Mais par exemple, récemment, il y a eu des internautes qui ont publié, parce qu'on a beaucoup de gens pro-russes côté ukrainien, et donc là, il y a des gens qui ont été choqués, puisque par exemple, sur les porches des églises orthodoxes de la Novorossia, donc de la région de Kherson, Nikolaïev, Odessa, donc qui sont encore sous contrôle de l'armée ukrainienne, et bien sur les porches des églises, il y a un avertissement qui a été fixé sur le porche, sur la porte, signalant aux priants qu'ils n'ont pas le droit de prier en langue russe. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Le russe est la langue maternelle des gens, donc c'est la langue du cœur. Donc on interdit à des croyants de prier dans la langue de leur cœur. On est dans une espèce d'obscurantisme organisé autour du conflit qui est innommable. C'est le retour, je dirais, aux heures les plus sombres, mais pas seulement de la Seconde Guerre mondiale. C'est le retour aux heures les plus sombres de la contre-réforme, de l'Inquisition médiévale. On va où là ? On va où ? C'est quelque chose, pour moi, il y a plein de gens qui sont choqués. Il y a plein de gens. Les perquisitions ukrainiennes qui ont eu lieu à la Laure de Kiev, etc., ont notifié dans leur rapport la présence de livres théologiques, de Bibles, de livres de prière
en langue russe. Mais on est dans du grand n'importe quoi. On est dans du grand n'importe quoi. Je suis effaré de voir dans quel obscurantisme intellectuel, dans quelle démence collective et hystérique l'Occident est en train de tomber. Erwan, merci de le spécifier. Ça prend des gens qui sont sur place pour en témoigner, puis pour réussir à revenir dans le réel. Parle-moi un peu d'effectivement de la participation de l'OTAN là, dans ce conflit-là et du stock d'armes qui est en train de s'épuiser. Il y a l'hiver qui approche sur le terrain. Comment vois-tu les prochaines semaines là? Alors, ouais. Vous savez, l'OTAN est présente en Ukraine depuis 2014. Il faut bien comprendre. Je me répète un peu, mais dans la genèse de ce conflit, il est nécessaire quand même de rappeler des points essentiels pour comprendre la dynamique géopolitique. Le Maïdan avait comme objectif principal, je parle de l'objectif principal caché, bien sûr. Vous savez, c'est comme dans tous les conflits, il y a des intérêts économiques, mais on n'en parle jamais. On va vous parler des droits de l'homme, on va vous parler de la démocratie, etc., etc. Mais on vous parlera jamais des gazoducs, des champs de pétrole, des mines d'or ou d'uranium qui sont en dessous du champ de bataille. Donc là, il y a des objectifs principaux qui existaient depuis longtemps dans les projets mondialistes et qui ont été activés une première fois avec un échec lors de la révolution orange et qui ont été relancés au moment du Maïdan. Et dans ces objectifs principaux, c'était évidemment de faire de l'Ukraine un territoire militaire sous contrôle de l'OTAN, avec comme, je dirais, morceau du roi, si on veut reprendre les expressions culinaires, le morceau du roi, c'était la Crimée. Pourquoi ? Parce qu'en Crimée, l'armée russe a une base stratégique qui est Sébastopol et qui est une espèce d'avant-poste de son flanc occidental qui est très fragile puisqu'il n'a pas de profondeur stratégique. Je rappelle que les principales villes stratégiques russes sont juste derrière la frontière occidentale. Il n'y a pas de profondeur stratégique russe. Donc c'est pour cela que la défense russe a maintenu finalement les territoires de Kaliningrad et de Sébastopol pour s'offrir finalement des espèces de grandes sentinelles stratégiques en avant de leur dispositif de défense. Donc l'OTAN avait très clairement exprimé son intention de reprendre cette Crimée militaire russe avec le coup d'État du Maïdan, puisqu'en plus le contrat international du maintien de la flotte russe en Crimée finissait donc un an après le 2014. Donc cet objectif de l'OTAN a toujours été maintenu. Les Russes, bien sûr, ont récupéré avec un vote référendaire excessivement majoritaire, ont récupéré cette péninsule de Crimée, ont encouragé et aidé, bien sûr, le Donbass dans ses revendications irrédentistes, jusqu'à finalement... alors, c'est une aide russe dans le Donbass qui va être déclinée avec différentes parties plus ou moins modérées. La première chose que vont faire les Russes, c'est qu'ils vont obliger finalement les séparatistes du Donbass à stopper leur poussée militaire et à accepter la mise en place des accords de paix signés à Minsk. Minsk 1, septembre 2014, Minsk 2, février 2015. Et donc le Donbass va finalement voir son conflit non pas gelé sur le plan des affrontements malheureusement et des bombardements qui vont continuer quotidiennement pendant 8 ans, mais en tout cas le conflit va s'enterrer dans une ligne de front de 480 km de long et essentiellement constituée de tranchées, de bunkers et de villes fortifiées. Donc cette OTAN va à ce moment-là, à partir de 2014, alors que les pays occidentaux ont signé, notamment la France et l'Allemagne,
un accord pour accompagner le processus de paix. On va voir l'OTAN à l'opposé finalement du discours politique occidental. L'OTAN va aborder l'Ukraine avec 3 stratégies différentes et qui continuent. Les 3 stratégies de l'OTAN sont progressives également dans leur radicalité et leur bellicisme. On a d'abord une stratégie de normalisation. Donc l'OTAN va intégrer le projet ukrainien de rentrer dans l'OTAN, de rentrer dans l'Alliance, et donc va dès 2014-2015 envoyer auprès de l'armée ukrainienne des conseillers militaires, va ouvrir des centres de formation en Ukraine, dans l'ouest ukrainien essentiellement, pour que l'armée ukrainienne, les forces ukrainiennes soient normalisées afin de pouvoir ultérieurement intégrer facilement l'Alliance Atlantique. Donc ça, c'est la première stratégie de l'OTAN. La deuxième stratégie de l'OTAN, c'est une stratégie d'équipement. Donc l'OTAN, parallèlement à leur normalisation structurelle et procédurière de l'armée ukrainienne, l'OTAN va commencer à envoyer du matériel. Alors, ça va être d'abord du matériel non létal. Donc, on va voir arriver des véhicules de liaison, des camions, des véhicules logistiques, des véhicules de transmission. On va voir après des équipements de radio, de communication, des équipements d'observation, des fournitures médicales arriver progressivement d'une manière massive au niveau de l'armée ukrainienne. Et progressivement, à partir de 2017, on va voir arriver sur l'Ukraine et donc sur le front du Donbass, qui continue à faire rage, on va voir arriver des premières armes venant de l'OTAN. Alors, ce seront d'abord des lance-roquettes anti-chars, on aura ensuite des fusils de tireurs d'élite, on aura quelques armes type mortier, on va commencer à voir arriver des mortiers de 60 mm, par exemple, qui ne sont pas un calibre soviétique, donc qui viennent de l'arsenal de l'OTAN. Progressivement, l'armement va augmenter en quantité et en qualité pour finalement exploser complètement à partir de 2021. Alors, je précise, il ne faut pas s'imaginer que tout a démarré en février 2022. Puisque, par exemple, vous avez certainement dû entendre parler donc, du Javelin, donc, qui est un missile anti-char de fabrication américaine très performant, moderne, et qui permet en fait de détruire d'une manière efficace, je vais quasiment dire n'importe quel type de blindé, même s'il y a des échecs sur certains tirs. Le système Javelin a commencé à apparaître dans les rangs de l'armée ukrainienne à partir de 2019-2020. Et lorsque les Russes proposent, à partir de décembre 2021, un traité de sécurité collective à Washington pour calmer finalement ce volcan ukrainien qui prend de plus en plus de tectonique et d'éruptions sur le front, eh bien, les Américains, en réponse à cette proposition de traité de sécurité collective russe, vont augmenter les arrivées des missiles anti-chars Javelin, sur lesquels se rajoutent à ce moment-là les NLAW britanniques. C'est un modèle comme le Javelin, mais à plus courte portée et plutôt spécialisé dans le combat en zone urbaine. Donc les NLAW et les Javelin vont arriver à raison de plus de 100 tonnes par jour. Ils vont arriver sur des aérodromes polonais et ensuite vont être envoyés en Ukraine sur le front. Et ça, nous sommes 2 mois avant, même plus de 2 mois avant le début des interventions militaires russes. Donc on voit bien que la stratégie d'équipement de l'OTAN n'est pas, contrairement à ce que les politiciens le disent, ce n'est pas une stratégie de défense, c'est vraiment une stratégie d'agression, puisqu'ils n'ont pas attendu l'intervention militaire russe pour envoyer leurs canons et leurs armes anti-chars. Et enfin, la troisième stratégie de l'OTAN, qu'on doit absolument
considéré comme une espèce de prolongement de cette radicalité de la stratégie mondialiste, c'est une stratégie d'engagement. Alors la stratégie d'engagement de l'OTAN, elle commence avec bien sûr les conseillers militaires, les instructeurs, etc. Mais ça, j'en ai déjà parlé, puisqu'ils sont plutôt appartenant à la stratégie de normalisation. Mais on a une stratégie d'engagement de l'OTAN qui est effective dès 2014, puisque en 2014, notamment sur l'aéroport de Donetsk, au moment de la bataille pour l'aéroport, il y avait des contracteurs américains et polonais qui étaient déjà présents sur le terrain. Voilà. Donc, ces mercenaires de l'OTAN vont aller en augmentant au fur et à mesure des combats et des années de guerre, et vont se rajouter à ce mercenariat des sociétés militaires privées occidentales, vont se rajouter les mercenaires néo-nazis, nationalistes et très, je dirais, asociaux, puisqu'on a beaucoup de hooligans, on a beaucoup de gens qui font plutôt partie des parias quelque part des sociétés. On a de plus en plus de ce type d'individus qui arrivent sur le théâtre d'opération ukrainien pour servir dans des bataillons spéciaux. Des bataillons spéciaux comme Azov, par exemple, dont l'idéologie politico-militaire ne se cache pas d'avoir des références ouvertement nazies. Donc tout ça, bien sûr, c'est parrainé par l'OTAN. Et depuis l'entrée de la Russie, je dirais, dans la danse, parce qu'elle n'a pas d'autre choix pour éteindre le feu que de rentrer dans l'Ukraine en flammes, eh bien, on a maintenant une stratégie d'engagement de l'OTAN qui est, je dirais, très scabreuse. Puisque, d'une part, on va avoir du personnel de l'OTAN qui va accompagner les systèmes d'armes que les Occidentaux envoient à l'armée ukrainienne. Ouais. Évidemment, le soldat ukrainien n'est pas un imbécile, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une inaptitude et une incompétence telle qu'il ne peut pas apprendre à se servir des systèmes modernes occidentaux, mais pour l'apprentissage, c'est une chose, mais après, il y a ce qu'on appelle la certification, c'est-à-dire le temps de maîtrise sur le terrain dans des conditions opérationnelles du système d'armes, de façon à pouvoir l'utiliser dans des conditions de combat minimum. Donc ce temps de certification, il est de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Ah oui. Donc quand on voit des systèmes d'armes comme les HIMARS, les canons César, qui arrivent, excusez-moi, qui arrivent sur le front et qui sont opérationnels et efficaces au bout de 2 semaines à peine, il est évident que dans les équipages, il n'y a pas que des soldats ukrainiens. Voilà. Donc là, cette stratégie d'équipement accompagné, donc, qui est une stratégie d'engagement, se poursuivra bien sûr en exponentialité avec les systèmes d'armes antiaériens, avec les avions de combat, puisqu'on parle maintenant de transférer des MiG-29, par exemple, et pourquoi pas des MiG-29 qui sont du matériel soviétique, mais avec de l'armement occidental. C'est-à-dire qu'on a des modifications des MiG-29 en Pologne. La modification qui me vient à l'esprit lorsque je vous parle de ça, c'est le système AM-88 HARS, qui est donc un missile anti-radar américain. Et donc, les scientifiques, les techniciens militaro-industriels de l'OTAN ont réussi à bricoler une modification du MiG-29 pour qu'ils puissent tirer ces missiles américains. Donc là, on entend parler de Boeing qui va également fournir des missiles sol-sol, donc des missiles terrestres, avec une portée de 150 km aux forces armées ukrainiennes. Donc évidemment, tous ces systèmes d'armes sophistiqués, ultramodernes, nécessitent un accompagnement physique
des forces de l'OTAN. Alors, ce sont des militaires de l'OTAN. Attention, ce n'est pas forcément des militaires de l'OTAN qui arrivent en uniforme américain, français, britannique ou autre. Ce sont des gens qui sont sortis des cadres, qui sont mis en disponibilité, qui sont reversés au titre d'une société militaire privée, qui effectue effectivement en Ukraine un contrat à durée variable, ça peut être un contrat de 6 mois, de 1 an, etc., pendant lequel ils touchent évidemment un salaire attractif. Et à l'issue de ce contrat, ils réintègrent leur unité initiale en bénéficiant de l'ancienneté. Donc ça, c'est une procédure qui n'est pas typiquement occidentale, elle existe un peu partout dans le monde. Et en fait, c'est cette procédure qui a permis en fait aux États en guerre de remplacer quelque part les forces régulières qui ont une dimension politique, une dimension sociale, une dimension psychologique importante vis-à-vis de la nation, de remplacer les forces régulières finalement par des sociétés militaires privées qui échappent au radar des statistiques concernant les pertes, qui se permettent également d'avoir des procédures un peu borderline. On se souvient de Blackwater, par exemple, en Irak, qui était l'exemple même d'une société militaire privée qui autorisait les États-Unis à violer d'une manière officieuse, en fait, toutes les règles de la guerre. Absolument. Erwan, on dirait, avec la couverture des médias de masse, on dirait qu'il y a juste Wagner qui existe. Et on ne parle jamais des autres. Et ce que tu décris là, nous, on comprend très bien à Radio Infocité que Poutine est très patient à ce niveau-là. On sait que les Russes ont mobilisé maintenant 300 000 nouveaux militaires dans la région. Et là, il y a des forces, il y a de quoi qui va se passer là sur le terrain. Comment vois-tu l'arrivée de ces 300 000 nouveaux militaires-là? Puis qu'est-ce que ça va changer sur le front? Pour finir et en même temps répondre à votre réflexion, là, Karl, sur certains secteurs du front, je pense notamment à Artemovsk, donc, qui s'appelle Bakhmout sur les cartes ukrainiennes. C'est une ville qui a été débaptisée il y a, je crois, 4 ans par le régime de Kiev pour s'appeler Bakhmout au lieu de Artemovsk. Donc Artemovsk, c'est un front très très important en ce moment puisque c'est une espèce de trou noir qui va concentrer le maximum d'efforts à la fois côté russe et côté ukrainien depuis environ 2 mois et qui ne fait que s'aggraver au niveau des déploiements et des combats. Eh bien, Artemovsk, on a des unités ukrainiennes que moi j'appelle ukro-atlantistes parce que c'est des unités où il y a à peu près 50 à 60% d'étrangers. Ah oui. Alors, des Polonais, on pense qu'il y a, on ne sait pas vraiment, mais on pense qu'il y a à peu près 2 à 3 000 Polonais qui ont été tués sur le front ukrainien depuis février. Il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Géorgiens, il y a des Baltes, il y a quelques Roumains, des Anglais également. Donc, on a une espèce de diaspora occidentale qui vient se battre. Alors, il y a des forces régulières mises en disponibilité, mais il y a également des exaltés, il y a des fanatiques politiques, il y a des asociaux, il y a des psychopathes. Enfin bon, c'est une espèce… L'Ukraine, comme je le disais récemment sur un de mes posts dans le canal Telegram, l'Ukraine est en train de devenir la poubelle du monde. Hein. Oui. Récemment, il y a un type à Seattle qui a été filmé par des passagers qui étaient choqués, une espèce d'énergumène crâne rasé qui se met à hurler dans le hall de l'aéroport de Seattle avant d'embarquer en faisant des saluts nazis, hurlant aux 4 coins. Et en fait, le service de sécurité qui est arrivé pour interpeller l'énergumène a découvert que ce gars-là, c'était un type en partance pour le front ukrainien. Voilà. Ah oui. Donc, c'est ce genre… Alors, ça doit être un type qui est issu du mouvement suprémaciste blanc américain, dont on sait que c'est un nationalisme dévoyé
est récupéré par une idéologie fondamentaliste mortifère. Donc, ce genre d'individu, en fait, c'est ce qui se passe au Maïdan en 2014 et qui est en train de se passer sur le front ukrainien depuis février. C'est-à-dire que il y a un chaos mis en place par le mondialisme américano-britannique et il attire les idiots utiles pour réaliser ce chaos. Donc, on a vécu ça en Syrie avec les djihadistes vers lesquels on voyait arriver tous les radicaux, les convertis, enfin, tous les débiles quelque part du monde musulman, qui sont une minorité, mais une minorité qui est agissante. Voilà. Donc en 2014, on a eu la même chose. On a eu les fondamentalistes et les nationalistes radicaux bandéristes qui sont venus mettre la pagaille sur le Maïdan, alors qu'ils représentent, et je fais référence aux résultats des élections politiques ukrainiennes des années précédentes, ces bandéristes ne représentaient pas 5% de l'électorat. Ils n'étaient pas soutenus par plus. Voilà, il y avait, je crois, 3% au niveau des unités, enfin des paramilitaires néo-nazis. Donc c'est vraiment une extrême minorité, mais le système mondialiste leur donne des armes, leur donne des caméras, fait une espèce de focus sur ces énergumènes pour faire croire qu'ils sont l'expression d'un mouvement populaire général. Merci de le spécifier, Erwan, parce que nous, on le dit depuis, le Canada a participé à ça. Les moniteurs, les militaires qui allaient entraîner là-bas en Ukraine, on l'a spécifié ici. Ils n'ont pas choisi n'importe qui. Ils ont été vraiment chercher les plus fanatiques. Et dont les régiments Azov, il y en a d'autres là, qui ont d'autres appellations. Là. Et pour nous ici, là, merci de le spécifier parce qu'on pense que ça fait partie d'un des graves problèmes qu'ici au Québec puis en Occident, on ne semble pas vouloir aborder. C'est toujours, encore une fois, une information à deux poids, deux mesures qu'on assiste encore. Et merci, Erwan, d'être aussi disponible pour nous ici au Québec pour bien nous l'expliquer. C'est avec plaisir, d'ailleurs, que j'interviens sur votre chaîne. Alors, pour répondre à votre question concernant les 300 000 mobilisés russes... Oui, puis Erwan, je voulais juste aussi te spécifier, la semaine dernière aussi, il y a eu l'intervention de M. Tolstoï, le vice-président de la Douma, qui a expliqué aussi que concernant les objectifs de l'armée russe en Ukraine, c'est la première fois aussi qu'on entendait un dirigeant russe parler d'occuper Kiev et de se rendre jusqu'à la frontière de la Pologne. Il a dit aux journalistes, on va vous appeler quand on va être rendu là. Est-ce qu'il y a eu des changements dans la stratégie aussi avec l'arrivée de ces 300 militaires-là? Alors non, pourquoi maintenant le discours politique russe parle de Kiev, parle d'Odessa, etc. Ben, vous savez, après la victoire, enfin après la capture de la 8e armée allemande à Stalingrad et le début du reflux des forces allemandes sur le front de l'Est, si Berlin avait capitulé à ce moment-là, ou ouvert des négociations, peut-être que l'armée rouge ne serait pas allée jusqu'à Berlin. Le problème, c'est que quand vous avez affaire à un adversaire qui s'enferme dans une espèce d'obstination suicidaire, eh bien, à un moment donné, si vous voulez, si le monstre ne repart pas dans sa caverne, il faut continuer jusqu'à décapiter sa tête. Donc, effectivement, tant que l'Ukraine restera dans une espèce de folie suicidaire et belliciste anti-russe, eh bien, la Russie n'aura pas d'autre choix que d'aller jusqu'à la destruction totale de l'appareil politico-militaire ukrainien. Donc, on voit très bien que ce n'est pas l'objectif initial de la Russie, puisque, souvenez-vous des bombardements, je vais parler juste d'un domaine, des bombardements stratégiques russes en février et mars, c'est des bombardements qui vont taper des dépôts militaires, des dépôts de munitions, des états-majors, des centres de communication, et c'est tout. Et c'est tout. Pensant
naïvement peut-être, certainement, pensant que sous le choc militaire initial, le régime de Kiev allait capituler. Non, le régime de Kiev s'est maintenu. Donc on a vu une exacerbation des bombardements stratégiques russes qui ont commencé ensuite à taper les voies ferrées, qui ont commencé ensuite à taper les usines d'armement, les usines énergétiques, les centres énergétiques récemment. Et là, comme il y a toujours cette obstination ukrainienne à ne pas vouloir revenir à une raison et à un bon sens commun, eh bien à ce moment-là, depuis une semaine, un peu plus d'une semaine, on voit les bombardements stratégiques russes qui attaquent donc leur troisième phase d'objectif et qui commencent à taper maintenant les centres de communication logistique. Donc maintenant, on commence à voir des gares, on commence à voir des carrefours de voies ferrées qui sont en train d'être détruits par l'armée russe. Récemment, c'est Kryvyi Rog. Il y a eu 2 missiles russes qui ont été envoyés sur une espèce de centre ferroviaire où il y a à la fois des dépôts, mais aussi des changements, des carrefours pour les trains. Ça a été détruit. Et le maire de Kryvyi Rog a dit « Oh là là, il n'y aura plus de train à Kryvyi Rog pendant des mois. » Voilà. Donc, en fait, on voit très bien que vous n'avez pas compris avec la gifle, bon, on va vous donner des coups de poing. Vous n'avez pas compris avec les coups de poing, bon, on va passer à autre chose. Et en gros, c'est ça. Et ça montre bien que l'objectif initial de la Russie, c'est un objectif coercitif sur le plan militaire qui n'a pas comme intention de détruire l'Ukraine, mais que si l'Ukraine finit par être détruite, c'est uniquement parce qu'elle s'obstine à rester le laquais de l'oncle Sam qui l'envoie se sacrifier pour ses intérêts de l'OTAN. Donc ça, c'est quelque chose où les 300 000 hommes qui ont été mobilisés en Russie sont effectivement… Il y a plusieurs objectifs. Vous savez, quand il y a une mobilisation partielle comme celle qui a été menée, alors elle n'a pas été menée dès le début, hein, elle a été menée récemment, il y a 2 ou 3 mois qu'elle a été évoquée puis lancée. On a plusieurs objectifs. D'abord, effectivement, c'est renforcer militairement le front. Ensuite, c'est également aiguillonner quelque part la population russe pour lui dire attention, ce conflit vous concerne. Parce que tant qu'on était sur un conflit d'opération militaire sur un théâtre extérieur, bon, effectivement, la population russe, elle regardait ça avec peut-être une certaine inquiétude, une certaine attention, mais bon, elle n'était pas trop concernée. Le fait qu'il y ait une mobilisation, même partielle, de réaliser, ça implique finalement la société civile dans la conduite du conflit. Alors, on a les médias occidentaux qui ont fait des focus sur les quelques râleurs. Vous savez, il y a des râleurs partout. Hein, quelquefois, j'en fais partie des râleurs. Il y a donc les Occidentaux qui ont montré les gens qui ne voulaient pas aller se battre sur le front, mais ça, c'est normal. C'est normal. Si on prend l'histoire de toutes les guerres, il y a toujours eu, même dans les guerres les plus dramatiques, il y a toujours eu des gars qui ont dit ah ben, moi, je ne veux pas aller crever sur le front. Ah oui, puis Erwan, les plateaux ici, là, en France puis au Québec, c'est épouvantable. Ils s'accrochent à toutes les petites nouvelles qu'ils peuvent avoir. Quelque part, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ça, bien sûr, il faut comprendre ça. On regarde la petite verrue qui est au coin de la joue pour dire mais quelle laideur ce personnage. Voilà. Donc on est sur une guerre de communication qui quelque part utilise les procédures habituelles de la propagande, sauf que on pourra en parler plus tard. Elle est arrivée à un niveau d'hystérie collective, mais complètement hallucinante. Donc, les 300 000 hommes, c'est également une implication, comme je le disais, de la société civile, mais ça aiguillonne également le sentiment patriotique. Et il se trouve que, parallèlement à ces 300 000 hommes, dont là, actuellement, je pense qu'ils sont quasiment tous arrivés
au 100% de leur remise à niveau opérationnel et maintenant la plupart sont en cours de déploiement sur le front. On a, parallèlement à cette mobilisation partielle, on a vu émerger dans le même temps plein d'automobilisations. C'est-à-dire que dans toutes les régions de Russie, il y a des gens qui ont dit, mais non, cette guerre nous concerne, on y va. Donc, alors là, il y a des anecdotes. Moi, je pourrais faire des focus un peu comme fait la propagande occidentale, des focus opposés. Mais par exemple, il y a en Tchouvachie, je crois, donc une république assez lointaine dans les profondeurs du territoire russe, il y a un homme qui a été mobilisé. Donc, lui, il a pris son sac, il a dit, je vais aller me battre pour la Russie. Et son frère a dit, non, mais attends, je ne peux pas laisser partir mon frère tout seul. Je l'accompagne. Donc lui, il est parti sur un autre canal, donc sur un canal de bataillons volontaires. Et en fait, on voit dans toutes les républiques de Russie, on voit des bataillons volontaires qui se lèvent et qui vont également renforcer en fait l'effectif de la mobilisation partielle. Donc il y a des petites républiques comme le Bachkiristan, donc une petite république de 4 millions d'habitants, c'est entre la Volga et l'Oural, donc au nord du Caucase. Donc 4 millions d'habitants, ils ont déjà sur le front 3 bataillons complets. 3 bataillons complets. Donc c'est quand même... En plus, ils ont des mobilisés. En plus, ils ont des volontaires qui ont rejoint Wagner. Donc, la Tchétchénie, c'est pareil. La Tchétchénie, c'est 2 millions d'habitants. Ils ont quand même 20 000 hommes. Ah oui. Voilà. Donc, on a quand même des républiques lointaines, des républiques, d'ailleurs, certaines comme la Tchétchénie, qui sont des républiques musulmanes, donc qui considèrent que venir défendre un territoire chrétien orthodoxe comme celui du Donbass, par exemple, est un devoir commun. C'est un devoir patriotique qui concerne l'ensemble du territoire russe. Donc là, on a, à travers tous ces apports, donc forces régulières, forces Wagner, milices républicaines de Donetsk et Lugansk, bataillons volontaires, Wagner, Tchétchènes, on commence à voir arriver sur le front. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'effectif global et si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire, bien sûr, mais on est très loin des 120 000 hommes initiaux. Ah oui, là. Donc là, on est quand même sur un effectif qui monte en puissance chaque jour et qui, aujourd'hui, va être sur le point, et en tout cas en capacité opérationnelle totale, de lancer une nouvelle offensive. Si Kiev n'a toujours pas compris que, in fine, de toute façon, ils ont perdu la guerre. Donc, c'est d'autant plus dramatique pour Kiev, cette situation, que parallèlement à la montée en puissance des forces russes et alliées, on a une hémorragie, mais je crois qu'on est arrivé peut-être à un niveau d'hémorragie qui n'a jamais été vécu depuis le début de la guerre. On a une hémorragie des forces ukro-atlantistes sur le front qui est absolument hallucinant. Rien que sur le front d'Artemovsk, on est entre 250 et 300 blessés par jour. Ça, c'est les renseignements qu'on a depuis les hôpitaux qui sont sur l'arrière de ce secteur. Les morgues qui sont autour d'Artemovsk ne peuvent plus accueillir les corps des soldats ukrainiens et des mercenaires qui sont tués. Et donc maintenant, les tués sont envoyés sur des morgues lointaines, du côté de Kharkov, de Tchougaïev, de Konstantinovka. Sachant en plus que la majorité des tués sont abandonnés sur le champ de bataille. Donc la minorité des tués qui est ramassée par les forces ukrainiennes a déjà saturé les morgues de la région. Erwan, il y a des observateurs qui m'informent aussi de la façon là, que sont menées les batailles en ce moment du côté ukrainien. Ce n'est plus des vagues, c'est vraiment des petits groupes. Puis tu montrais une vidéo où on voit arriver environ une quinzaine de militaires ukrainiens sur un lieu de combat.
et les 15 sont éliminés en quelques minutes. Donc, on compatit beaucoup avec ces gens-là, hein, parce que certains me faisaient remarquer aussi que les régiments Azov et compagnie sont souvent à l'arrière et ne donnent pas le choix à ces jeunes-là d'aller au front dans ces boucheries-là. Peux-tu m'expliquer un peu la doctrine militaire des deux côtés? Les Russes se sont retirés de Kherson, semblent vouloir mener en ce moment des opérations de profondeur et protègent leurs militaires, tandis que les Ukrainiens, eux autres, sont dans la Blitzkrieg, qui est très coûteux humainement parlant. Parle-moi un petit peu de ça pour terminer l'émission, parce que moi, je devrais quitter dans à peu près une dizaine de minutes. D'accord. Donc en fait, oui. pour ce qui est de Kherson, je vais avoir un discours qui n'est pas vraiment celui de la propagande russe, mais il ne sera pas non plus celui de la propagande ukrainienne. Kherson, pour moi, n'est pas une victoire militaire ukrainienne, puisqu'il n'y a pas eu d'encerclement et de capitulation de corps de bataille russes. Au contraire, ils ont réussi à esquiver et à se retirer en infligeant dans le rapport de force des pertes qui sont d'un ratio de 7-1. Donc on a eu énormément de pertes, on a eu à peu près 3, 4, 5, 6 000 tués, certains parlent de 9 000 tués côté ukrainien, alors que les pertes russes, pour les 2 mois de combat qui se sont déroulés sur la poche de Kherson, donc la partie nord du Dniepr, la partie au nord du Dniepr, on a à peu près un peu moins de 1000 tués côté russe. Donc on a vraiment de la part, sur le plan militaire, de la part des Ukrainiens, on va dire que c'est une victoire à la Pyrrhus. Donc c'est ça. On peut pas vraiment parler de victoire militaire. Par contre, sur le plan politique, oui, sans conteste, il y a une victoire ukrainienne sur le plan politique et une défaite, voire même certains parlent d'humiliation côté russe, puisque souvenons-nous, Kherson avait été pris sans coup férir dès le début des opérations militaires russes en Ukraine, donc on est vraiment fin février, début mars. Ensuite, il y a eu les référendums qui ont rattaché en fait la région de Kherson à la Fédération de Russie, avec des discours tonitruants rappelant que Kherson était redevenu russe et le resterait à jamais, etc., etc. Donc des beaux discours patriotiques, effectivement quelque chose qui était assez vivifiant sur le plan de la libération de la Novorossia. Et patatras, quelques semaines plus tard, l'armée russe se retire sans combattre de Kherson et quelque part abandonne, même si ce n'est que temporairement, elle abandonne factuellement la ville et de nombreux habitants aux mains des forces ukrainiennes qui, depuis qu'elles ont repris Kherson, ont alors les chiffres officiels, enfin avérés et confirmés, c'est qu'il y a eu à peu près 200 habitants qui ont été exécutés et on a 300 à 400 habitants qui ont été déportés, on ne sait pas vers où. Ça, on n'en parle pas ici. On a une répression ukrainienne. Il y a des vidéos terribles hein, où on voit parce que évidemment c'est des villes où faut pas non plus être manichéiste. Hein. Il y a dans ces villes des pro-russes, il y a des pro-ukrainiens, il y a une majorité silencieuse, il y a des gens qui sont plus ou moins avec des comportements de vautours et qui essayent de profiter des situations, quelle que soit la couleur du drapeau qui flotte au-dessus des bâtiments. C'est l'humanité. Hein. Les Russes ne sont pas des êtres humains différents. Ils font partie de la grande humanité avec ses qualités, sa noblesse, mais aussi ses zones d'ombre. Donc on a des vidéos absolument terribles où on voit des civils à Kherson qui sont molestés, frappés, qui sont embarqués manu militari par des unités spéciales ukrainiennes, mais sur dénonciation de voisins qui les désignent du doigt. Donc on a vraiment lâché Kherson. Alors beaucoup ont ressenti ça comme une honte. Hein. Moi j'en parlais encore avec un de mes camarades ce matin. C'est vrai que Kherson c'est quelque chose qui passe pas dans la gorge de nombreux soldats. Ils réussissent pas à avaler ça. De même qu'ils ont du mal à avaler la libération dans le cadre d'un échange de prisonniers
de 200 militants du régiment néo-nazi Azov. Ça, c'est quelque chose qui a du mal à passer. Alors, la politique a des raisons que le cœur ne connaît pas, hein, pour inverser un peu en plagiant cette formule populaire, mais effectivement, il est temps que l'armée russe montre dans les mois qui viennent, sans trop tarder, que son intention est vraiment de reprendre Kherson, Nikolaïev jusqu'à Odessa. Ah oui. Hein. Voilà. Alors, Donc, les bataillons spéciaux sont présents sur le front dans les unités composées par les mercenaires étrangers. Par contre, effectivement, comme vous l'avez soulevé, les unités des bataillons spéciaux composées des radicaux nationalistes ukrainiens sont effectivement plutôt confinés à des tâches de police à l'arrière immédiat du front pour justement réaliser les filtrations des populations civiles et également le maintien de l'ordre au niveau des disciplinaires, des bataillons disciplinaires. Ah non, puis il faut suivre ton télégramme là-dessus pour bien comprendre là, cette exaction-là qui se passe dans les villes de la part de l'armée ukrainienne. On est sensibilisé ici à Radio Infocité du phénomène de ces groupes-là. Et c'est un de mes collaborateurs là, qui me disait qu'ils sont à l'arrière, puis si on veut, on ose vouloir se retirer ou de pas vouloir aller à la boucherie, ben c'est eux autres qui s'en occupent. Vous savez les Ukrainiens sont dans une situation absolument d'hémorragie dramatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les forces, l'armée ukrainienne, ils en sont à leur 9e vague de mobilisation. C'est-à-dire que la dernière mobilisation qui s'est déroulée, qui a été lancée il y a peut-être un mois à peu près, a élargi le rang. Alors ça a commencé, les premières mobilisations, c'est tous les hommes jusqu'à 50 ans. Après, ils ont augmenté les âges jusqu'à 65 ans. Après, ils ont été recrutés dans les prisons. Après, ils ont menacé les réfugiés ukrainiens qui étaient partis à l'étranger de perdre leur nationalité. Donc, du coup, il y a à peu près 100 000 Ukrainiens, 200 000, on ne sait pas vraiment l'effectif, mais qui sont revenus au pays pour finalement servir dans les rangs des bataillons territoriaux. Après, ils ont élargi aux plus de 65 ans. Bientôt, ils vont chercher dans les EHPAD, hein, les mobiliser. Et récemment, dans les dernières mobilisations, ils ont élargi les mobilisés aux femmes, exception celles qui ont des enfants de moins de 3 ans. Donc, même les mères de famille avec 2-3 enfants à la maison, le mari qui est déjà parti sur le front, elles doivent confier leurs enfants à la grand-mère ou à la tante qui est encore dans le coin, et elles endossent l'uniforme. À Odessa, c'est pareil, il y a des gens qui ont filmé à Odessa des policiers en train de faire la chasse à des adolescents dans la rue pour les envoyer sur le front. Donc, ils les matraquent, ils les chargent dans les bagnoles. Et alors, il y a la foule autour, les parents, les voisins qui descendent dans la rue et qui se mettent à insulter les policiers. Mais bon, les gens, ils ont la force, ils ont l'arme, ils ont l'uniforme. Ils prennent, et en plus, il y a les bataillons spéciaux qui traînent dans le coin également et qui notent tous les gens qui ont des comportements, on va dire, antipatriotiques au regard des bandéristes. Et donc, ils prennent les adolescents, ils les chargent dans les bagnoles, ça part vers les camps d'entraînement où on leur apprend juste à monter, démonter la Kalachnikov et ils partent sur le front quelques jours plus tard. Donc là, ça c'est le drame. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une augmentation des pertes ukrainiennes sur le front. C'est-à-dire que il y a encore quelques mois, les unités ukrainiennes qui se battaient sur le front, c'était des unités régulières, en plus des unités pour certaines qui avaient 8 ans d'aguerrissement dans le Donbass. Donc on avait affaire à des soldats ayant pleinement l'acquisition de leurs réflexes tactiques. Donc ils savaient se battre. Aujourd'hui, on a énormément de pertes côté ukrainien parce qu'on voit arriver sur le front des gens inexpérimentés et dont beaucoup ne sont même pas trop motivés. Voilà. Peut-être seraient-ils motivés, peut-être seraient-ils motivés pour se battre à l'orée de leur localité, mais pour traverser l'Ukraine, aller se battre dans le Donbass, dont ils savent pertinemment qu'en face, c'est une population russe qui n'a pas envie de revenir en Ukraine, ben, je pense que les nouveaux soldats ukrainiens que l'on voit arriver, ils sont pas opérationnels. Alors, ceux
Ceux qui sont motivés, bah, ce sont les mercenaires occidentaux. Mais eux, c'est pareil. Ils sont motivés, mais ils ne savent pas vraiment se battre. Ah ouais. Parce que ce sont des mercenaires individuels que l'on colle entre eux, qu'on amalgame pour former des unités, mais qui n'ont pas l'entraînement, qui n'ont pas l'expérience du combat collectif. Et donc, ce sont des exaltés, ce sont des soldats politiques fanatiques. Donc, eux, ils vont à la boucherie complète. On a des brigades comme la 30, ça doit être la 35e ou la 53e, j'inverse les chiffres. Je crois que c'est peut-être la 53e brigade ukrainienne qui est derrière Artemovsk. Là, ils ont fait des vidéos, mais c'est pathétique, les vidéos des gars de la 53e. Les types, ils sont dans une tranchée remplie de merde, de boue, de débris, etc. Le gars, il dit, bah voilà, dans la section, on n'est plus que 5. Une section, c'est 23, 24, 25 mecs dans les organigrammes russo-ukrainiens. Donc là, les gars, ils disent on n'est plus que 5. Et on les voit, ils sont quasiment assis dans la boue. Et le gars, il visionne, il fait la vidéo dans un bunker. Et dans un bunker, on voit 3 corps de tués. Donc, Erwan, on a vu aussi des images de soldats ukrainiens qui se rendaient à l'armée russe. On a vu aussi Kadyrov, les 3 gars à Kadyrov ramener des prisonniers, où Kadyrov leur dit pourquoi vous faites la guerre à la Russie, puis il commande à ces gars de bien les accueillir pour leur montrer que les Russes sont pas les méchants qu'on leur a dit. Comment on peut organiser ça sur un front, qu'on décide de ne plus tirer sur l'ennemi, puis que l'ennemi se rend, puis vient est-ce qu'il y a moyen que ça devienne un mouvement du côté ukrainien? Il va y avoir, je pense, de plus en plus de cas de désertion, et même plus que ça, puisque actuellement, dans la République populaire de Donetsk, est en train d'être formé un bataillon composé à partir de prisonniers ukrainiens. Ah oui? Ce sont des soldats ukrainiens qui ont été capturés sur le front, qui ont été traités selon les lois de la guerre, et qui finalement ont commencé à dire, oui, bon, on s'est peut-être trompé, ils discutent avec les gens, ils discutent avec les soldats, ils discutent avec leur famille au téléphone, etc. Donc, ils prennent des nouvelles réelles de ce qui se passe de chaque côté du front. Et actuellement, on a plein de défections de ces prisonniers de guerre ukrainiens qui disent, ben, moi, je ne veux pas me battre, je ne veux pas mourir pour l'OTAN, mais je veux bien mourir pour la Russie, quoi. Donc, les gars, ils sont carrément, on commence. Alors, c'est bien sûr anecdotique. Pour le moment, ça reste anecdotique. Mais entre ceux qui se rendent volontairement sur le front, ceux qui rejoignent les rangs des milices, il y a même des gens qui ont rejoint des Wagner à Artemovsk. Ouais. Il y a des gens qui se sont rendus, alors pas beaucoup, je crois 2 ou 3, mais ils ont rejoint Wagner. Donc on a vraiment en ce moment une prise de conscience. Les gens, effectivement, ils s'aperçoivent que c'est la boucherie. C'est la boucherie. Donc ils ne veulent pas ça. Les soldats ukrainiens ne veulent pas vivre ça. Ils veulent quelque chose de plus logique qui correspond à leur histoire, parce que il ne faut pas oublier que l'Ukraine et la Russie, c'est quand même 2 peuples frères. Alors, c'est dramatique quand se déroule une guerre entre 2 pays. Mais quand cette guerre a une dimension de guerre civile, souvenons-nous des guerres de religion qui ont saigné la France, des guerres européennes entre les Français et les Allemands, c'est une forme de guerre civile. Lorsqu'on est dans des guerres opposant des peuples issus d'une même culture, d'une même civilisation ou d'une même religion, on est dans le tragique total. Alors, c'est d'autant plus tragique que la guerre civile exacerbe les violences. On a une vidéo terrible qui est sortie sur les réseaux ukrainiens, je précise sur les réseaux ukrainiens, où on voit une unité ukrainienne massacrer 11 prisonniers de guerre russes. Oui, j'ai vu les images. Alors, j'ai publié, je n'aime pas publier ce genre de vidéo, mais vu la récupération propagandiste occidentale, je me suis forcé à les publier sur mon canal Telegram, parce qu'il y a d'autres vidéos où on voit des soldats ukrainiens exécuter de balles dans la tête des prisonniers russes. Oui. Donc, du coup, que font les soldats russes quand ils sont dans une situation désespérée sur le champ de bataille? Eh bien, ils se suicident. Tu l'as montré, ça aussi. Il y a 2 vidéos de drones ukrainiens montrant des soldats russes, c'est des gens justement sur le front d'Artemov, des gars de Wagner,
qui, grièvement blessés, ne pouvant plus s'échapper, ne pouvant plus combattre, réservent leur dernière balle pour leur cœur ou leur tête. Quand les soldats du côté de Lysychansk, on a des soldats de la 3e brigade motorisée de Lugansk. Ils ont fait prisonnier, avec leurs camarades russes, ils ont fait prisonnier des soldats de la 80e brigade d'assaut par air ukrainienne, celle qui justement a exécuté les 11 prisonniers russes que je citais à l'instant. Les soldats ukrainiens, en se rendant, parce qu'ils étaient complètement encerclés par les groupes d'assaut républicains et russes, ils se sont rendus et les gars se sont mis à prier à genoux parce qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient recevoir une balle dans la tête. En représailles du massacre que certains de leurs camarades avaient commis dans un petit village qui s'appelle Makiivka, qui est au nord, là-bas. Il y a beaucoup de Makiivka dans le Donbass. Mais là, c'était le fameux Makiivka où les 11 soldats russes avaient été prisonniers. Et il y a des territoriaux qui ont été faits prisonniers également lors de cet assaut de la brigade motorisée de Lugansk. Et les territoriaux, la première chose qu'ils ont fait en levant les bras, ils ont hurlé en disant « Ne nous tuez pas, nous ne sommes pas de la 80e brigade d'assaut par air. » Wow. Donc, il y a quand même, ça démontre une chose, c'est qu'effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus généraliser. J'aime pas les généralisations, dire que tous les soldats ukrainiens sont des nazis, sont des bandéristes, sont des criminels, sont des… Non, non. Il y a, comme j'en parlais au début de notre entretien, les minorités les plus radicales, fondamentalisme, exalté, tout ce que vous voulez, c'est malheureusement les minorités qui font le plus parler d'elles. Et les propagandistes cherchent toujours à gonfler leurs effectifs, alors que ce soit les propagandistes d'abord qui vont dire nous sommes tous des nationalistes ukrainiens, etc., bandéristes, etc., ou certains propagandistes russes qui vont dire mais tous les Ukrainiens sont des bandéristes. Non, il faut pas embarquer là-dedans. Il faut savoir raison garder et dire la guerre est une tragédie dans laquelle effectivement il y a des meneurs, il y a des soldats de métier, il y a des soldats politiques, il y a des tarés, des psychopathes, mais il y a aussi des victimes. Il y a aussi des victimes qui sont embarquées dans des conflits qu'ils n'ont pas voulu et certains s'y comportent bien, d'autres s'y comportent moins bien et d'autres finalement choisissent la rébellion et la défection ou la reddition. Absolument, Erwan. Écoute, je devrais mettre fin à l'émission. J'ai Lune Rouge qui avait ce petit commentaire et je vais avoir une bonne nouvelle pour lui. Ah mince alors, Carl, tu n'as pas plus de temps disponible. Pour une fois que tu tiens Erwan, c'est vrai que c'est une fois qu'on le tient, c'est dommage de le lâcher au bout d'une heure seulement. Erwan, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Tu m'as proposé pour ce soir? Oui, non, pas encore. Je voulais te le demander. Donc, on s'était peut-être mis d'accord là, avant l'émission qu'on puisse continuer cette discussion-là cet après-midi dans le cas du Québec. Moi, il va être aux alentours de 13 heures parce qu'il annonce beaucoup de pluie aujourd'hui, donc je risque de ne pas travailler. Alors, 13. Donc 13 heures. Au Donbass, il va être 21 heures. Donc, restez des nôtres avec Erwan. On va avoir le capitaine Place aussi qui va venir discuter avec plaisir. Nous. Avec plaisir. Donc, moi, je vais me mettre disponible. S'il n'y a pas de coupure d'électricité, je me mettrai disponible à 21h. OK? Merci, Erwan, pour tout ce que tu fais. Et sache qu'au Québec et dans le reste de la francophonie, les gens aiment bien t'entendre parce que c'est vraiment encourageant de t'entendre dans des périodes aussi sombres. Et là, je vois que le capitaine Place est là. Je vais le mettre avec nous en conclusion. Capitaine, tu as écouté la discussion que j'ai eue avec Erwan. As-tu quelques commentaires avant que je termine? Oui, en fait, j'ai eu un appel téléphonique, donc j'ai raté pas mal de choses. En tout cas, bon, je suis content de revoir Erwan. Hein. On l'a loupé hier puisqu'on avait une réunion qui n'a pas pu avoir lieu. Les coupures d'électricité ont pris fin là, chez toi, Erwan? Pas dans tous les quartiers. Il y a encore plus de 9000 foyers qui n'ont pas d'électricité là. Alors, quand même, ouais. Quand même. Ouais.
Non, j'ai pas vraiment pu suivre puisque j'ai eu un appel téléphonique. Bon, ben c'est parfait, Pierre. Tu vas sûrement être avec nous cet après-midi. Là, on vient de l'annoncer à tout le monde. 13h, heure du Québec, qui va être plus 6h à Paris, donc il va être 19h à Paris. Et dans le Donbass, c'est 8 heures de plus, donc il va être 21h. On va être en onde avec vous pour continuer la discussion. J'ai plein de choses à te parler, Erwan, entre autres le bombardement en Pologne. Il y a aussi, on a recommencé à bombarder Zaporizhzhia. Il faut se parler de ça. Et dans le dossier de Kherson là, que tu as abordé tantôt, certains disaient aussi qu'on a retiré les troupes russes de là parce qu'également, il y avait une menace de faire exploser un barrage qui aurait mis aussi l'armée russe dans une situation délicate. Et ça, il faut le noter, là, du côté russe, on semble vouloir la protection de nos militaires. Là. On n'en voit pas. Poutine semble avoir vraiment une préoccupation de ses hommes. D'ailleurs, il a rencontré les mères la semaine dernière des soldats russes morts au combat. On va s'en parler de ça aussi et plein d'autres choses. Je te laisse la parole pour finir, Erwan. Ben, écoutez, en tout cas, merci. Désolé pour le loupé d'hier parce qu'on a. C'est pas grave, hein. Mais je suis toujours content de vous rencontrer, de pouvoir exprimer un point de vue différent et alternatif, mais toujours antimondialiste sur votre chaîne, d'être en contact avec les cousins de la Nouvelle-France. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a d'autres sujets. Ce soir, j'aimerais bien aussi que je puisse répondre à des questions. Donc, les auditeurs qui sont actuellement en ligne, s'ils ont des questions personnelles sur le sujet, qu'ils n'hésitent pas à les poser ce soir, parce que je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. J'ai pas forcément la recette ou la solution à toutes les questions, mais en tout cas, ce sera avec un plaisir que je dialoguerai avec tout le monde. Alors, merci beaucoup, Erwan. Merci, Capitaine Place. Et on se revoit. On se revoit cet après-midi dans le cas du Québec et ce soir dans votre cas, messieurs. Alors, merci beaucoup. Allez, bye bye. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.